Vous êtes sur Maïcha TV, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le président malien Dioncounda Traoré s'est rendu à N'Djamena exprimer la reconnaissance du peuple malien au soleil tchadien revenu du Nord. Au Burkina Faso, c'est la fête de l'arachide sous toutes ses formes. C'est au Burkina, nous y ferons un tour dans ce bulletin. Le président malien Dioncounda Traoré s'est rendu à Massakori, à N'Djamena, au Tchad. Dioncounda Traoré a exprimé la satisfaction et la reconnaissance du peuple malien au soleil tchadien revenu du Nord Mali. Le chef de l'État a procédé à cette même occasion à la décoration de ses soldats. Reportage. C'est à bord d'un hélicoptère de l'armée tchadienne que le président de la République par intérim a effectué le voyage de N'Djamena-Massakori, une localité située à environ 150 km de la capitale tchadienne. Le professeur Dioncounda Traoré vient rendre hommage aux soldats tchadiens de retour du nord du Mali. Et le chef de l'État a eu les mots justes pour saluer le courage et l'efficacité de l'armée tchadienne. Laissez-moi vous répéter, ici sur les bords du Logone oriental, une formule que nous avons en partage dans cette grande famille de l'islam qui est facteur d'intégration et non de division. Al-Barka. Merci président Déby. Merci au grand peuple tchadien. Merci à la grande armée du Tchad. C'est un retour triomphal et héroïque des 500 soldats de l'escadron blindé. Soldats qui se sont battus sans condition ni calcul pour rétablir l'intégrité totale du Mali selon le chef de l'État, pour qui le peuple malien sera toujours reconnaissant envers le Tchad. Le Mali se relève avec l'aide du Tchad, l'aide du président Déby, l'aide de l'armée tchadienne, dont l'engagement et le sacrifice ont permis d'écrire une des plus belles pages de la fraternité entre les hommes, entre les frères et entre les peuples. Sachez, frères et sœurs du Tchad, que le Mali que vous avez aidé, le Mali est un pays qui a le sens de l'honneur. Il n'oublie jamais sa dette et il ne mord jamais la main qui lui est tendue. C'est ce Mali qui vient aujourd'hui parmi vous pour vous saluer. Saluer votre président, saluer votre gouvernement, saluer votre parlement et vous saluer. Pour joindre l'acte à la parole, le président de la République par intérim a décidé de décorer l'ensemble des soldats tchadiens, y compris ceux qui sont morts au combat, à l'image du général Mohamed Idriss Itno, commandant adjoint des forces tchadiennes en intervention au Mali Fatim, fils du président tchadien. Général Mohamed Idriss Déby Itno, au nom de la République du Mali et en considération des mérites de Fatim, nous vous conférons la médaille de la Croix de la valeur militaire à titre étranger. Peut-on crier de la victoire sur les terroristes et autres prétendus djihadistes? Le chef de l'État se veut prudent. L'armée tchadienne a fait l'essentiel, mais le combat n'est pas terminé, dixit le président Traoré. Mais je suis assuré que tant que vous êtes là, nous terminerons ensemble le partenariat qui a libéré le Mali. Vous avez fait énormément pour nous. Vous continuez de le faire pour la dignité et l'unité reconquise du Mali. Bien que n'étant pas membre de la CEDEAO, le Tchad a fourni une troupe de plus de 2000 soldats, lesquels se sont portés en première ligne dans le combat contre les terroristes au nord du Mali. Restons au Mali, l'association malienne pour la promotion du Sahel Amapros au chevet des populations de la commune rurale de Nampalari. L'association a procédé à la donation d'un lot de matériels médicaux et de produits alimentaires, une manière pour elle d'apporter son soutien à une commune en détresse. L'association malienne pour la promotion du Sahel Amapros est la toute première ONG nationale à fouler le sol de Nampala, chef-lieu de la commune de Nampalari après le passage des djihadistes. Caché derrière un prosélytisme incontrôlé,
Ces terroristes avaient perpétré à la population de cette commune des atrocités parmi lesquelles le pillage du CESCOM de Nampala. Les autorités civiles de Nampala et Amapros ont eu la bonne idée de faire l'ouverture du CESCOM de Nampala, qui est un premier pas, de le doter en médicaments et en matériel de travail. C'est très salutaire. Aujourd'hui, les populations de la commune de Nampalari se sont réjouies du retour de l'administration, de l'armée et d'un geste humanitaire de l'AMAPROS. La donation d'un lot de suppléments nutritionnels, d'équipements nécessaires au dépistage et à la prise en charge des enfants malnutris. Notre éducation et notre morale en bon malien, responsable d'une structure de développement comme AMAPROS, nous impose et commande que nous nous donnions la main dans ces moments de dures épreuves pour notre pays, dans un esprit de fraternité et de solidarité agissante. Cette remise de dons aux habitants de la commune de Nampalari contribue à faciliter le travail sécuritaire de nos militaires sur place. Nos chefs avaient mis un peu de moyens à notre disposition. Ces moyens nous ont permis d'acheter certains produits avec lesquels on a fait des prêts avec le médecin. Réellement, les produits qui viennent nous donner ne font que nous réconforter parce qu'il y a des enfants qui souffrent de malnutrition. Ce don de gemmes du genre dans le cercle de Niono est le fruit d'un partenariat entre Amapros, l'ONG espagnole Farmamundi et la coopération espagnole. Il est un pan d'une action globale dont le coût s'élève à environ 24 millions de francs CFA. Au Gabon, les confessions religieuses et la société civile ont organisé une marche pacifique dans les rues de Libreville pour dénoncer une pratique de crime de sang dans le pays. Au terme de cette mobilisation, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pris l'engagement de châtier les responsables de cette barbarie humaine. Un reportage signé Ismaël Bianzé et Thierry Mensa. Parents de victimes de crimes de sang, autrement appelés crimes rituels, qui prenaient part à cette marche pacifique initiée conjointement par les confessions religieuses et l'association de lutte contre les crimes rituels. La mobilisation est partie du rond-point de la démocratie jusqu'au palais présidentiel du bord de mer, où Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, a lui-même fait cette annonce publique. Les crimes qui auront été commis n'auraient jamais dû rester impunis et ils ne le resteront pas. Je le dis haut et fort, tous ceux qui ont enlevé la vie à autrui seront punis avec la rigueur, toute la rigueur de la loi. À en croire le président gabonais, plus rien ne sera comme avant. Pas si sûr que le discours politique convainc dans l'immédiat, mais l'espoir est permis que les réponses judiciaires et sociétales soient apportées à ce phénomène qui trouble chaque jour le sommeil des citoyens sans défense. Nous attendons que ça soit appliqué. Quand il y a le crime, on prend ces gens-là, on les met dedans, mais le jour après, on les voit dehors. Et on fait à ce que quand ils sont déjà dedans, on dit que oh, le procès n'est pas proche, on fait encore les enquêtes, et ça disparaît. Le premier pas dans la lutte contre les crimes rituels est franchi, celui de la prise de conscience des décideurs face à l'ampleur de ce que d'aucuns qualifient déjà d'anthropophalogie, reste à miser sur la volonté politique pour mettre les auteurs des crimes rituels hors d'état de nuire. Et voici en bref l'actualité internationale que nous commençons par le Niger touché par une épidémie de choléra. Une épidémie de choléra touche depuis plusieurs semaines la région de Tillabéri au Niger, où une centaine de cas ont été déclarés. Les malades sont accueillis et isolés sur un site de la Croix-Rouge à Ayoru, à 180 km à l'ouest de Niamey. Une région située non loin de la frontière malienne et qui compte un grand nombre de réfugiés ayant fui le conflit. Le ministre nigérien de la Santé s'est rendu sur les lieux vendredi pour tenter de circonscrire l'épidémie qui aurait pour origine les eaux polluées du fleuve Niger. Les fonctionnaires des ministères libyens situés à Tripoli ont pu reprendre leur travail dimanche, après la levée du siège imposée depuis 2 semaines par des miliciens armés. Un accord a été trouvé avec les manifestants qui exigeaient une mise en œuvre rapide de la loi excluant de l'administration responsable de l'ancien régime. Cette loi prévoit le bannissement de la vie politique des anciens collaborateurs de Kadhafi. Le Burkina Faso a célébré la 10e édition de la fête de l'arachide. L'arachide sous toutes ses formes, beurre de cacahuète, savon, huile et bien d'autres produits. Les détails dans ce reportage. Du soumbala d'arachide au savon en passant par l'huile, la pâte ou les colliers, l'arachide dans toutes ses facettes est en fête. La fête de l'arachide de Garango est à sa 10e édition et permet cette année encore de célébrer ce oléagineux symbole culturel du Bissakou. Qui dit Bissa dit arachide.
Et vous avez entendu ce matin, on a dit qu'il y a des zones qui produisent beaucoup plus d'arachide. Mais nous avons cet avantage que par la parenté à plaisanterie, qui dit Bissa dit arachide, nous n'allons pas laisser ce privilège-là nous échapper pour que les gourous ou bien les yardés s'en accaparent à la place du porc au four ou bien à la place de la pomme de terre. Nous préférons maintenir notre valeur culturelle et notre identité culturelle qui est l'arachide, parce que chez nous, tout tourne autour de l'arachide. Principale activité génératrice de revenus pour les populations du centre-Est, la production de l'arachide en 2012 est estimée à 12 000 tonnes pour la seule province du Boulgou, plaçant ainsi le centre-Est au rang de 5e région productrice d'arachide au plan national. Et à cette 10e édition, ils étaient tous là. Producteurs, transformatrices, acheteurs et autres festivaliers ont fait le déplacement de la ville de Garango pour magnifier l'arachide et discuter de comment relancer la filière dans le centre-Est, tant son importance économique et alimentaire n'est plus à démontrer. On n'a mené pas d'arachide et l'huile d'arachide. C'est une bonne chose pour nous. Ça nous permet de vendre les produits d'arachide. Ça fait plus des années que nous produisons à chaque année à Chienchès des arachides frais. Bon, aujourd'hui, je suis présent pour représenter et pour vendre et montrer aussi ma valeur de production en arachide. La fête de l'arachide permet de montrer la valeur de production de l'arachide en pays Bissa. Symbole culturel du Bissakou, l'arachide est surtout connu au Burkina pour sa fonction sociale de divertissement entre Gouroussi et Bissa, dont elle est la base de la parenté à plaisanterie. Au niveau social, cette obligation d'être à côté de mes frères et sœurs à plaisanterie, avec l'arachide, il y a beaucoup d'espoir. Et c'est ce que je disais au niveau des ministères, si on avait plus de moyens au niveau des technologies, surtout dans la transformation, pour aider toutes les productrices et les producteurs qui se sont lancés dans cette filière-là. Je pense que ça peut aller. Et pour cette édition, l'association Fête de l'arachide, initiatrice de la manifestation, a décidé de transférer l'organisation de la journée promotionnelle de l'arachide à l'Union régionale des producteurs d'arachide. L'AFA, en tant que promotrice, évoluera désormais dans la composante transformation et demeurera comme personne ressource de la fête de l'arachide de Garango. Mais avant de changer de cap, la promotrice et l'AFA ont décidé de décerner à titre symbolique des certificats de reconnaissance à des personnes physiques et autorités qui ont accompagné toutes les éditions pour faire la promotion de l'arachide, symbole de l'identité culturelle des populations du centre-Est. Le ministre béninois de l'Intérieur en tournée dans le Mono. Pendant sa tournée, les clés de 5 hangars ont été remis aux femmes de la commune d'Atiémé afin d'alléger la tâche à ces femmes commerçantes. Marquer la présence de notre pays sur les espaces frontaliers et renforcer les capacités d'intervention des forces de sécurité frontières, c'est la principale raison de cette dotation avec 2 motos tout-terrain et un 5 ans de nos couleurs nationales. Chacune des motos est pourvue de 50 000 francs de carburant pour leur fonctionnement. Plusieurs localités des départements Mono-Koufo vont bénéficier de cette remise de matériel roulant pour une bonne gestion intégrée des espaces frontaliers. Le gouvernement a retenu de mettre en œuvre une nouvelle forme de gestion pragmatique des frontières pour promouvoir la lutte contre la pauvreté, la sécurité, faciliter l'intégration et le développement durable du pays à travers la mise en œuvre d'une politique nationale de développement des espaces frontaliers et de ses outils. La mise en œuvre de cette politique passe par la sécurisation de nos espaces frontaliers. C'est pourquoi les efforts doivent être doublés au niveau des communes frontalières pour assurer de façon optimale la sécurité aux citoyens. Au marché de Zonkoué dans la commune d'Atiémé, à la sortie à l'entrée de l'Okosa, les clés de 2 blocs de Saint-Latrine et de Saint-Hangar, d'un coût d'environ 40 millions de nos francs, sont remises pour soulager les peines des femmes commerçantes de ce marché. Le maire de la commune d'Atiémé, le porte-parole des usagers du marché, d'exprimer leur mot de remerciement à l'endroit du gouvernement du chef de l'État, notamment. À grand propos, le ministre Benoît Degla a pris connaissance du site devant abriter le commissariat de police de la commune et promet ériger dans un délai de 6 mois les locaux adéquats dans cette unité avancée de commissariat de police dans cette localité frontalière avec le Togo. Au Pakistan, on connaît peut-être les résultats partiels des élections législatives de samedi. Ce scrutin marque le grand retour de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, qui avait déjà revendiqué sa victoire face à son adversaire Imran Khan.
Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais déjà il revendique la victoire. Nawaz Sharif, patron de la Ligue musulmane, briguait un 3e mandat de Premier ministre, une première au Pakistan. Loin derrière, selon les estimations, le mouvement pour la justice d'Imran Khan. Sur un lit d'hôpital, depuis une chute lors d'un meeting, l'ancienne légende du cricket, élue au Parlement de Peshawar, a reconnu la défaite. Mais les résultats définitifs dans certaines localités pourraient bien se faire attendre, comme ici à Karachi, où l'on se dispute autour d'une urne visiblement mal scellée. Facile dit cette représentante d'un parti islamiste d'y glisser sa main. Nous n'accepterons pas le résultat de ce bureau de vote, nous le rejetons. Ici, les électeurs devront probablement revoter. Selon la commission électorale, 40 bureaux de vote au total seraient concernés à Karachi. Le résultat d'une journée électorale meurtrière. Quelques heures plus tôt, les talibans ont mis leurs menaces à exécution dans plusieurs villes du pays. Visés par les attentats des électeurs qualifiés d'infidèles et surtout les candidats des partis laïcs. Quand le candidat de l'ANP s'est approché non loin de là où j'étais, une explosion s'est produite. Et lorsque j'ai couru vers l'endroit de l'attentat, j'ai vu des corps sur le sol. Bilan de ces élections générales, une vingtaine de morts qui s'ajoutent aux 130 de la campagne électorale, dont 3 candidats. Épargnés les partis de Nawaz Sharif et d'Imran Khan, tous deux partisans d'un dialogue avec les talibans. Dans leur ligne de mire, également, le parti du peuple pakistanais à la tête de la coalition sortante, porté par Bilawal Bhutto Zardari. Le fils du président et de l'ancienne première ministre Benazir Bhutto arriverait 3e de ces élections. C'était le bulletin de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Manchette TV.